Bienvenue sur Géopolitis. Combien y a-t-il en ce moment de jeunes Européens en train de faire le djihad en Syrie? Combien sont-ils, ces jeunes Français, Britanniques, Belges, Allemands ou Suisses, qui sont partis faire la guerre au président Bachar el-Assad? Qu'est-ce qui les a poussés à tout quitter, famille et amis, et à tout risquer, y compris bien sûr leur propre vie? Combien sont-ils? Eh bien, selon les experts, cela varie entre 500 et 800 jeunes Européens, beaucoup moins que les jeunes maghrébins qui, eux, sont des milliers, notamment venus de Tunisie, à avoir rejoint les rangs de la rébellion ou des mouvances djihadistes. Mais ces jeunes Européens, ils sont bien plus nombreux que leurs grands frères qui, eux, avaient choisi d'aller se battre en Afghanistan ou en Irak. Dans le détail, on compterait sur place 130 à 150 Français ou franco-syriens, une centaine de Britanniques, autant d'Allemands, pour la plupart d'origine turque, 50 à 70 jeunes Belges, ainsi que quelques Danois et quelques Suisses. Mais au-delà des statistiques, Géopolitis pose la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune musulman pour qu'il aille ainsi faire le djihad au pays de Bachar el-Assad? Il faut dire que avant, c'était plus difficile, avant la Syrie, s'entend, parce que pour aller faire le coup de feu en Afghanistan ou en Irak, il fallait pouvoir compter sur des filières, sur des réseaux, il fallait franchir illégalement des frontières, autant d'occasions de se faire suivre, arrêter ou encore manipuler. Avec la guerre en Syrie, tout est tellement plus facile, on peut y aller tout seul, direction la Turquie, Istanbul par exemple, où aucun visa d'entrée n'est requis pour des jeunes titulaires d'un passeport européen. D'ailleurs, nombre de ces jeunes se rendent en Turquie en autocar pour ne pas laisser une seule trace de leur passage dans les aéroports. La suite, eh bien, c'est la traversée vers le sud jusqu'à la frontière syrienne où l'on est très vite pris en charge. Au total, le voyage aura coûté entre 300 et 500 € seulement. Donc, tout va très vite et très facilement. Et du reste, certains djihadistes meurent très vite. Deux exemples. Début octobre, c'est un jeune Français, à peine arrivé, qui s'est fait exploser devant une caserne de l'armée syrienne. Il y avait eu 10 morts. Le 24 septembre, c'est un autre jeune Français qui est mort lors d'un engagement armé contre des soldats syriens tout près d'Alep. Et comment sait-on tout cela? Mais par des vidéos, des dizaines de vidéos qui circulent à la gloire des martyrs. En voici un de ces documents. Il date du 12 juillet dernier. Deux jeunes Français, deux frères, Jean-Daniel et Nicolas, originaires de Toulouse. C'est Jean-Daniel qui parle et c'est Nicolas qui, dans une semaine, va mourir. Oh mes frères de France, mes frères à Allah de France, d'Europe et du monde entier, Inch'Allah. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Le djihad en Syrie, il est obligatoire. Pour finir, je voudrais passer un message à Monsieur François Hollande. Oh François Hollande, convertis-toi à l'islam. Sauve ton âme du feu de l'enfer. Et désavoue-toi de tes alliés juifs et américains. Vous voulez combattre Allah, mais Allah il est le plus grand. Allah il est le plus grand. Vous êtes tout petit. Et puis, il y a une question qui se pose. Si et quand ils reviennent, ces jeunes djihadistes ne vont-ils pas constituer autant de bombes à retardement, si l'on ose dire, des éléments qu'il sera bien difficile alors de repérer et éventuellement de neutraliser avant un éventuel risque terroriste? Pour les spécialistes, le danger est là, pas quand ces jeunes partent, mais bien plutôt quand ils reviennent. Regardez bien cette vidéo. Plus qu'une simple bande dessinée, c'est déjà presque un dessin animé dont le but est de sensibiliser, d'influencer tout jeune candidat au djihad. Le djihad, y est-il dit, c'est une question de morale religieuse, de solidarité entre musulmans, de lutte du bien contre le mal. Autant d'arguments mis en avant pour justifier un départ rapide vers le pays du Cham, c'est le nom donné à la Syrie. Il faut aussi prendre connaissance de cette vidéo. Deux jeunes Français, originaires de Toulouse, convertis à l'islam et expliquant le pourquoi de leur démarche. Jean-Daniel, alias Abou Abdelrahman, y appelle ses frères musulmans restés en France à le rejoindre en Syrie pour, je cite, « renverser le régime de Bachar el-Assad et installer à Damas un califat islamique ». C'est, semble-t-il, sur Internet que les deux frères ont trouvé d'abord une motivation pour se convertir, ensuite une justification à leur combat armé.
Un autre jeune djihadiste, de nationalité belge cette fois, explique ici que malgré son jeune âge, 18 ans, il estimait que son devoir de musulman était d'aller aider ses frères en Syrie. Revenu en Belgique récemment, il révèle, lui aussi dans une vidéo, qu'il a été recruté par un mouvement nommé Sharia for Belgium, que son engagement a surtout consisté à transporter des blessés rebelles ou djihadistes vers les hôpitaux. D'autres jeunes, dans d'autres vidéos largement diffusées, expliquent les raisons qui les ont poussés à franchir le pas. En tout cas, il y a sur place des organisations qui les prennent en main. En témoigne ce document, une page d'un cahier à spirale intitulé « Répertoire des frères étrangers ». Sur chaque page figure le logo du mouvement proche d'Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra. La première colonne liste les noms des combattants, la deuxième les armes dont ils sont dotés, et un peu plus loin, le nombre de munitions, de chargeurs de Kalachnikov notamment, qui leur ont été attribués. C'est une estimation faite par un organisme sérieux, le Washington Institute. Il y aurait globalement entre 2500 et 7000 combattants étrangers en Syrie, venus aider, pour certains, la rébellion de l'armée syrienne libre, pour d'autres, une large majorité d'ailleurs, les mouvances islamistes. La plupart de ces combattants sont des hommes aguerris, venus de pays parfois lointains, comme la Tchétchénie ou le Pakistan. Ils sont envoyés, rétribués et commandés par le Qatar ou par l'Arabie saoudite. Ce sont en quelque sorte des professionnels. Et c'est à leur contact que tous ces jeunes Européens ou Maghrébins, plutôt néophytes, vont apprendre le maniement des armes et les techniques de la guérilla. La France, l'Irlande et la Grande-Bretagne fournissent les plus gros contingents. Mais si l'on compare le nombre de jeunes djihadistes partants à la population du pays, ce sont le Danemark et la Belgique qui sont les pays les plus touchés par ce phénomène. Les experts s'interrogent toujours sur les motivations et les parcours personnels de tous ces jeunes. Certains sont désocialisés, en quête de repères, comme on dit. Le fait est que parmi eux, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas bien les fondements de l'islam. En conclusion, il n'y a pas de profil type du jeune djihadiste européen. Cela peut varier de l'idéologue le plus pur et le plus dur au révolutionnaire le plus crédule qui soit. L'invité de Géopolitis, Mallory Schnövly-Purdy, qui est chercheuse à l'Université de Lausanne, membre de l'Observatoire des religions, et puis surtout vous présidez un groupe de recherche sur l'islam en Suisse. Alors quand on dit djihadiste, on entend salafiste ou salafisme. Expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce discours salafiste. Volontiers. Donc, je pense qu'il faut vraiment revenir d'abord sur les termes, justement, ne pas assimiler complètement djihadisme et salafisme. Le salafisme est un mouvement de l'islam qui englobe différents courants de l'islam, qui veut repratiquer un islam des premiers temps, un islam tel qu'il était pratiqué au temps du prophète. Donc, ils vont vraiment mettre un accent sur l'imitation des comportements du prophète et une imitation aussi des modes de vie. Donc, le mouvement salafiste est un mouvement minoritaire. Et à l'intérieur de ce courant minoritaire, il y a plusieurs courants. Il y a plusieurs courants, des courants de type quiétiste, donc qui sont vraiment axés sur la piété, sur la religiosité, sur l'observation des commandements, l'observation du culte, de la prière, une etc. tendance religieuse, très douce religieuse, et certainement non violente. Non violente et même complètement apolitique, dans le sens où des musulmans salafistes type quiétistes vont même en appeler à ne pas voter pour se détourner de toute considération politique. Alors, à part cette première tendance, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les salafistes de type politique qui, là, pourraient avoir des projets politiques en termes, par exemple, de république islamique, mais aussi des projets politiques pour mettre la politique au service de l'islam. Donc, d'essayer de trouver les droits politiques pour garantir les droits aux musulmans. Donc, on est dans un système politique qu'on ne conteste pas forcément. On veut, à la limite, s'en servir. S'en servir pour donner les mêmes droits aux musulmans. Il y a beaucoup ce discours de se sentir discriminé, de parler d'islamophobie qu'on peut avoir. Et puis, il y a ce dernier mouvement, celui qui nous intéresse, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui est vraiment le mouvement salafiste de type révolutionnaire, de type djihadiste, qui est là donc l'infime partie des mouvements salafistes, mais c'est ceux qui passent de cette idéologie, de cette idéologie des premiers temps du prophète, à un passage à l'acte. Alors, passage à l'acte,
Pourquoi et comment? Un passage à l'acte qui peut être vu de différentes manières. Ce sont souvent, il ne faut pas le voir non plus comme un passage à l'acte d'une collectivité. Ce sont des individus. Individuel. C'est très individuel, exactement. C'est pour ça que ça plaît aussi peut-être à ces jeunes. C'est pour ça que ça plaît peut-être aussi à ces jeunes, parce que ça leur témoigne d'une démarche qu'eux-mêmes initient. Eux-mêmes commencent à entrer dans cette démarche. Ils ont choisi, on peut parler vraiment de reconversion à l'islam ou de conversion, parce qu'on en trouve, comme vous le disiez tout à l'heure, on en trouve aussi qui n'ont pas d'origine musulmane, en fait, dans ces mouvements salafis. Donc, on les incite à eux-mêmes découvrir ou redécouvrir les valeurs de l'islam, mais celles qu'on leur présente, qui ne sont pas majoritaires, mais c'est celles-là qui leur plaît. C'est pas forcément celles qu'on leur présente, mais c'est celles qui se choisissent. Parce qu'on constate, notamment au niveau de ces jeunes Européens, que la majeure partie d'entre eux ont été socialisés dans les banlieues. Qu'il n'y a donc pas que des gens d'origine maghrébine, mais que vraiment le 90% est socialisé dans les banlieues. Donc des gens qui se trouvent dans une situation conflictuelle par rapport aux institutions européennes, par rapport à la normativité européenne, qui se sent en déviance et qui va chercher une norme en cherchant parmi des gens autour d'elle, mais cherchant aussi sur Internet. Mais alors, est-ce qu'il est vrai que cette tendance-là légitimise, mais vraiment, la violence? Donc la violence, donc les attentats, donc le djihad armé, etc. Disons qu'une certaine partie, de nouveau, peut vraiment légitimer et même en appeler justement à la violence. Ça, c'est un fait. Maintenant, tous ceux qui défendent une idéologie salafie de type révolutionnaire ne vont pas non plus passer à l'acte. Mais on a tout ce discours de construction de l'ennemi qui va apparaître, notamment sur les réseaux Internet, qui vont peut-être parfois pousser justement les gens à s'enrôler et aller défendre les frères musulmans. Vous dites, c'est intéressant, construire l'ennemi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on a besoin de créer cet ennemi, de le désigner et de le combattre? Oui, parce qu'on a besoin de... Mais c'est qui l'ennemi? L'ennemi sera toute personne qui va s'attaquer aux musulmans, aux frères musulmans qu'on suit dans le large, pas comme le mouvement politique. C'est ce qu'ils disent, ces jeunes, dans les vidéos. C'est un peu comme si le monde entier était contre eux, quoi. Pas le monde entier, mais en tout cas, certaines personnes sont contre eux, et là, ils vont vraiment défendre les frères musulmans, histoire de leur restituer, en fait, une sorte de dignité, leur restituer un honneur, restituer, finalement, la communauté d'origine qui était conquérante et pour laquelle tout allait bien. Donc, dans leur tête, grâce à eux, l'ensemble de la communauté musulmane sera purifiée? C'est ça. Ils défendent justement cette communauté musulmane et ils tentent de purifier par aussi leur comportement, par cette restauration de cet islam pur, cet islam des premiers temps, une forme de dignité à la communauté. On a l'impression que le reste du monde islamique, donc l'énorme majorité, ne condamne pas cette déviance, entre guillemets. Est-ce que c'est votre avis? Ils ne disent pas grand-chose, en tout cas. Ils ne disent peut-être pas grand-chose, peut-être qu'on ne leur donne pas tout le temps la parole, parce qu'il y a quand même beaucoup de musulmans, notamment en Occident, qui condamnent aussi cet appel au djihad. Et ça, je pense qu'on les entend certainement pas assez. Mais d'un autre côté, il est clair que c'est difficile, parce qu'ils mènent aussi un combat contre des personnes, en l'occurrence en Syrie, qui massacrent leur propre peuple. Donc, ils massacrent effectivement des musulmans. Musulmans contre musulmans. Musulmans contre musulmans. Donc, c'est difficile aussi de condamner... C'est pas l'Irak, c'est pas l'Afghanistan, comme on le disait. C'est ça, c'est une toute autre question, un tout autre débat. Donc, on entend quand même, on les entend. Si on va dans les mosquées, on entend aussi condamner ceci, mais c'est vrai qu'on l'entend peut-être pas suffisamment dans l'espace public. Ces jeunes, est-ce qu'ils ont en fait un projet de vie, ou est-ce que simplement c'est très, je dirais, très ponctuel? On va faire la guerre en Syrie, puis on verra bien après ce qui se passe. Ou est-ce que c'est un cheminement qui est même intellectuellement plus intéressant et d'une plus grande longévité? On ne peut de nouveau pas généraliser. Je pense que pour certains, aller faire le djihad en Afghanistan ou en Syrie, en l'occurrence, ça part vraiment d'une démarche où il doit y voir un but, où ils ont vraiment clairement un but certainement idéologique. Pour d'autres, ça sera peut-être ponctuel, ça sera peut-être la réponse à une situation de rupture grave chez eux. Dans leur banlieue, par exemple. Dans leur banlieue, au niveau de leur scolarité, au niveau de l'emploi, au niveau de la famille, qui en tout cas, ils reprochent beaucoup à leurs parents de pratiquer un islam teinté de traditions qui étaient pré-prophétiques, donc un islam pas pur, et ils montrent que par leur action, eux vont restaurer justement cette pureté. Merci de nous avoir éclairés sur, encore une fois, cette partie infime de l'islam, mais dont on parle beaucoup ces temps-ci. Mallory Schnevely-Purdy, je rappelle que vous êtes donc chercheuse à l'Université de Lausanne, membre de l'Observatoire des religions et surtout présidente du groupe de recherche sur l'islam en Suisse. Merci à vous. Merci à vous. On peut comprendre ou rejeter les motivations de ces jeunes djihadistes, on peut accepter ou nier la sincérité de leur démarche. Le fait est qu'on éprouve quelques difficultés à condamner leur engagement, car la Syrie n'est ni l'Irak,
ni l'Afghanistan. Dans le premier de ces deux pays, on avait vu des jeunes djihadistes américains s'en prendre à des GIs, leurs compatriotes, jugés coupables d'occuper illégalement un pays musulman. En Afghanistan, on avait vu des jeunes djihadistes français s'en prendre à des soldats européens au prétexte que Paris, Londres ou Berlin n'avaient rien à faire dans cette région du monde. Ces djihadistes étaient de fait devenus des ennemis de leur propre pays. Toute différente est la situation en Syrie. La plupart des nations occidentales ont clairement affiché leur souhait de voir partir Bachar el-Assad, ce président qui fait massacrer son peuple par son armée. Ces capitales ont donc soutenu, financé et parfois armé ceux que l'on a appelés les rebelles, avant de se rendre compte que toutes les composantes de cette rébellion n'étaient pas forcément fréquentables. Peu importe, il y a cette fois un parallèle de fait entre le but poursuivi par ces pays et les motivations de ces jeunes djihadistes. En somme, qu'ils se battent là-bas en Syrie contre un dictateur, cela correspond à une certaine logique d'État qui ne nous plaît pas, qui nous inquiète, mais qui ne peut pas être niée. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vous pouvez réagir à cette émission et la commenter. À votre disposition, tout un ensemble d'extraits vidéo, de sites internet, d'infographies et d'archives. Comme toujours, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS. La RTS qui consacre tout au long de la semaine de nombreuses émissions à propos de la situation en Syrie, à voir sur les antennes de la RTS et à revoir sur rts.ch. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.